Merci d'être resté avec nous. Une impression de tangage, d'instabilité, la sensation d'être passager d'un manège particulièrement désagréable. Ces mots, ce sont peut-être ce qu'on appelle des vertiges. Leurs causes sont multiples, problèmes d'oreille interne, de vision, de posture. On va voir ça de plus près. Et en situation normale, notre corps maintient son équilibre de manière, allons-y alors, de manière inconsciente et automatique. Et pour cela, il a besoin de se repérer, bien évidemment, dans l'espace. Alors pour ça, le cerveau va recevoir en permanence des signaux d'organes informateurs au niveau de la plante des pieds, des muscles et des articulations. Il y a des capteurs de pression qui informent le cerveau. Les yeux ensuite vont préciser la position de la tête. Et puis les organes de l'équilibre qui se trouvent dans l'oreille interne, voilà, apportent des informations sur les mouvements du corps dans l'espace. Et il y en a encore un. Ah oui, il y en a encore un. Il y a le cervelet. Vous voyez ici le cerveau en coupe, l'arrière est là avec ce cervelet qui va intégrer un petit peu tout ça. Alors, toutes les informations qui viennent de l'organisme, de tous les organes sensoriels doivent concorder, sinon le cerveau ne comprend plus rien, il va déclencher un vertige. On a un élément qui est très important, c'est l'oreille interne que vous voyez ici schématisée. Alors on a une partie qui sert à l'audition, ce qu'on appelle la cochlée et qui va partir vers le nerf auditif. Et puis toute cette partie un peu plus compliquée ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe. Et vous voyez qu'il y a une partie centrale. Et puis surtout, il y a 3 canaux. On appelle ça des canaux semi-circulaires qui sont orientés dans les 3 directions de l'espace et qui vont pouvoir permettre au cerveau de voir dans quelle direction on va, si on se lève, si on avance, etc. Et à l'intérieur de ces canaux, vous avez des cellules avec des petits cils et puis des petits cristaux qui sont au-dessus et tout ça baigne dans un liquide. Alors qu'est-ce qui se passe quand on bouge la tête? Vous allez voir tout de suite si on peut... Voilà, bouger un petit peu. Merci beaucoup. Les mouvements de la tête vont faire bouger donc les cristaux et le liquide qui est ici. Du coup, le liquide va venir stimuler les cils qui induisent une impulsion nerveuse au niveau des cellules sensorielles. Tout ça, il va y avoir un message qui va partir au cerveau via le nerf vestibulaire qui interprète l'information et qui va renseigner du coup le corps sur sa position dans l'espace. Pour répondre à toutes vos questions sur les vertiges, le professeur André Chaïs, bonjour. Bonjour madame. Vous dirigez le service de chirurgie ORL et cervico-faciale du CHU de Reims. Oui. Et pour témoigner avec nous, Isabelle Le Souder. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors c'est en 2003 que des vertiges sont apparus. Oui. Dans quelles circonstances? Comme ça. Quand vous levez, quand vous marchez En marchant. Oui. Au début, c'est en marchant. Comme ça, c'est des petits vertiges qui apparaissent. Parfois, j'y prête pas trop attention. Ça me stresse, évidemment, sur le coup. Puis je reprends le rythme de ma vie. Et puis ça a augmenté? Et ça augmente tout doucement. Alors je peux avoir des périodes où je n'ai absolument rien et d'autres périodes où les vertiges vont être plus ou moins longs, un peu inquiétants, très fatigants, avec nausées, avec une fluctuation dans l'oreille, avec des gênes, les bruits me gênent, avec une hyperacousie. À l'époque, je ne savais pas que c'était une hyperacousie. Oui. Je ne savais pas non plus que c'était une maladie de Ménière. Oui. Et tout doucement, comme ça, jusqu'en 2010, j'allais dire, je survis. Les médecins disaient quoi à ce moment-là? Rien. C'était la fatigue, du stress, un peu de dépression. Forcément, les vertiges, ça peut avoir un côté aussi inquiétant et dépressif. Et vous avez fait des examens un peu plus poussés ou pas? Au début, non. Je suis juste allée voir un ORL qui m'a prescrit divers médicaments, traitements que j'ai suivis, qui ne m'ont rien fait. Et ça s'est aggravé. Oui, parce que vous vomissiez, vous tombiez, voilà, vraiment difficile à gérer. C'était très difficile à gérer, oui. J'ai vécu une envie, c'est de mourir avec cette maladie. Et on m'a envoyée sur le centre des vertiges à Paris. Et là, le médecin qui m'a reçue m'a dit il faut aller tout de suite voir un autre ORL, un professeur qui vous prendra en charge parce que vous avez la maladie de Ménière avec une catastrophe autolytique de Tumarkin et une hyperacousie sévère. C'est sympa comme terme, la catastrophe autolytique, c'est bien choisi quand même. C'est vraiment la catastrophe. On va voir comment on vous a soigné, mais c'est quoi cette maladie de Ménière, si on peut l'expliquer? On est tombé dans le vif du sujet là, parce que la maladie de Ménière, c'est une des maladies les plus faciles à diagnostiquer pour un état vertigineux. Et madame l'a bien dit, elle désigne elle-même son oreille comme responsable de sa maladie. Alors dans l'immensité des vertiges, il faudrait
pas penser que nos téléspectateurs pensent que la maladie de Ménière est quelque chose de très très répandu. C'est 10% des vertiges qu'un médecin ORL voit en consultation. Et c'est pourtant 90% des diagnostics portés par les généralistes. Souvent, oui. Souvent à tort. Souvent à tort parce que il y a une vingtaine d'années, tout vertige était un Ménière. Or, la Ménière est une maladie très rare mais très ciblée. C'est le seul vertige, en gros, un des seuls vertiges où le patient peut désigner son oreille comme responsable parce que par chance, elle associe des signes, comme vous l'avez dit, cochléaires, auditifs et des signes vestibulaires, troubles de l'équilibration. Il y a une lésion de l'oreille interne ? Les deux. Donc le malade désigne son côté, comme madame qui a dit l'audition fluctuante, les sifflements, etc. Alors, cette maladie de Ménière, donc c'est 10% des malades vus en ORL, et pour qu'elle devienne invalidante comme chez madame, c'est 10% de ces 10%. Pas de chance, quoi. Donc c'est très rare. Ah oui, pas de chance. Oui, alors, elle a été tombée décrite par Tumarquin, fin du 19e, comme étant la catastrophe otolitique, parce qu'on a vu les petits cristaux que vous avez vus, et Tumarquin avait compris à l'époque, c'est fabuleux, la puissance de cet homme à ce moment-là, avait compris que c'était les petits cailloux qui descendaient dans les canaux et qui provoquaient cette catastrophe dite otolitique, parce qu'elle entraîne une chute brutale, une rupture des extenseurs, et le malade, je ne sais pas si madame a vécu ces moments terribles du Tumarquin, madame a l'impression qu'on l'a poussé dans le dos sans rien, et il y a un risque, c'est une maladie. Tumarquin est dangereux parce qu'il y a un risque de blessure, parce qu'on tombe vraiment accidentogène. Oui. Alors, avant d'aller plus loin dans le Ménière ou dans votre cas, le problème, c'est qu'on l'a dit, quand on a des vertiges, très souvent, le diagnostic de Ménière est porté à tort. Quand on va chez le médecin généraliste et qu'on a un petit vertige, ce médecin va donner quoi? Des médicaments pour essayer de calmer, et puis c'est pas la peine d'aller plus loin si ça passe? Alors, vous me donnez l'occasion de donner un message à tous ceux qui nous écoutent. Le vertige, si vous voulez, vous venez de hisser le vertige au rang de maladie. Et c'est la plus grosse erreur que fait la médecine actuellement. Le vertige n'est qu'un symptôme et représente des centaines de maladies. Donc à partir du moment où vous me posez la question, le malade va vers son médecin avec le vertige. C'est que le vertige est devenu une maladie. Le rôle du médecin, c'est de ne pas écouter ce mot et de chercher derrière ce symptôme vertige quelle est la pathologie en cause. Alors qu'une simple anémie peut donner des vertiges. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas traiter le vertige, il faut traiter l'anémie. L'anémie, vous êtes en manque d'oxygène, si vous voulez. Quand vous allez vous mettre debout très rapidement, vous aurez un vertige. Le jardinier qui travaille un quart d'heure, ou la maladie du carreleur, le carreleur qui fait son carrelage pendant 4-5 heures, qui se relève d'un coup, le symptôme de la girafe avec la tête mise très haute d'un coup, tout le monde a ressenti ce petit vertige. Il est physiologique et il s'appelle vertige. Pourquoi? Parce que le vertige n'est qu'un symptôme. Et le médecin, que va-t-il faire? Il va essayer de comprendre, il va essayer de comprendre ce que le malade veut dire par vertige. D'où l'interrogatoire incontournable pour essayer d'orienter le patient. C'est ce que vous décrivez, le fait de perdre un peu les pieds et pédales, c'est un peu le tangage, alors que vous, c'est un vertige comme dans un manège qui vous en fait et qui est accompagné de vomissements. C'est un vertige qui peut durer jusqu'à 12 heures, c'est terrible. Ce qui n'est pas le cas dans ce que vous venez de décrire, qui dure en général quelques secondes. Et dans ce cas, pendant 12 heures, impossible de se lever. Alors, impossible de se lever. Je me mets, quand je tombe, puisque je tombe, je me mets où je peux. Ça peut être sur le carrelage, ça peut être dans le lit, dans le canapé, dans la rue, ça peut être n'importe où. Je ne peux pas me relever. Donc, je reste en position de fœtus. Je suis prostrée pendant des heures et des heures jusqu'à ce que ça aille mieux. Et c'est pas simple à expliquer aux autres? Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Toujours sur le Ménière, on nous demande s'il y a une forme familiale ou héréditaire de ces vertiges et s'il y a des facteurs de risque. Très rare, exceptionnel, non. Je répondrai non. Y a-t-il des médicaments qui ont prouvé leur efficacité dans le traitement des vertiges, demande Anne-Lise. Alors, dans le traitement des vertiges, vous avez beaucoup de traitements pour la seule raison que je vous ai dite, qui est qu'elle représente un grand nombre de maladies. Alors effectivement, si on prend l'exemple de madame, dans la maladie de Ménière, bien sûr, le traitement initial est un traitement médicamenteux pour la seule raison qu'un malade sur deux atteint de Ménière ne fera qu'une seule crise dans sa vie. Elle n'a pas de chance, madame. L'immense majorité des patients font ça. Alors on donne des traitements qui vont être des traitements symptomatiques. Vous savez que souvent, dans le vertige d'origine labyrinthique, il est tellement violent, il y a une telle
on alerte les voies dites neurovégétatives, donc avec les nausées, vomissements, accélération du pouls, montée de la tension, etc. On peut traiter ce malaise en donnant des traitements symptomatiques, des médicaments qui empêcheront de vomir, des médicaments qui vont endormir un peu le système nerveux, etc. Il y a quelques médicaments qui sont ciblés sur l'organe périphérique que vous avez donné. Alors il y a deux façons de voir quand on est médecin. Soit il y a lieu d'éteindre son fonctionnement avec les vestibuloplégiques, soit il y a lieu parfois d'augmenter, si l'on peut, son fonctionnement. Donc ces médicaments modulent un peu le fonctionnement vestibulaire, mais ce ne sont jamais des médicaments on-off. On-off, avec des effets à long terme, etc. Donc le premier traitement, il est médicamenteux, mais encore une fois, en fonction de la pathologie. Si c'est une anémie, ça peut être une transfusion qui va guérir le vertige. C'est sûr. On va parler peut-être des injections, Michel ? Mais pourquoi pas ? Certains vertiges ne sont pas améliorés donc, par la prise des médicaments dont on vient de parler par la bouche. Hein. Dans certains cas, si le médecin ORL le juge nécessaire, une série d'injections de corticoïdes directement dans l'oreille peut être proposée aux patients. Regardez ce reportage de Mélanie Morin et Mathieu Crécio. Depuis 10 ans, Juliette souffre d'acouphènes et d'une baisse d'audition. À ces symptômes s'ajoutent des vertiges très invalidants. Quand j'ai le vertige, j'ai la tête qui tourne, tout tourne autour de moi. J'ai des yeux qui sont bizarres, ça tourne dans tous les sens. J'essaye de retrouver l'équilibre, j'ai l'impression que tout bouge autour de moi, voilà. Et j'ai peur de tomber surtout, voilà. C'est une pathologie qu'on appelle pathologie pressionnelle de l'oreille interne, qui associe lors des poussées pressionnelles des troubles auditifs et des vertiges. L'oreille interne est pleine de liquide et ce liquide, la pression de ce liquide doit être régulée. Et dans certains cas, soit par excès de production de liquide, soit par défaut de résorption, il y a une accumulation dans l'oreille et donc comme une surpression. Voilà, on va regarder l'oreille. Une crise récente a accentué la baisse d'audition côté droit et les vertiges de Juliette. La prise d'anti-inflammatoires par voie orale ne suffit plus. Il faut tester un nouveau traitement. Première étape, l'ORL injecte un anesthésiant. 2 heures sont nécessaires pour endormir tout le conduit auditif et la membrane du tympan réputée très sensible. Le médecin aspire le surplus de produits anesthésiants pour obtenir un conduit auditif parfaitement propre. Dans cette oreille complètement endormie, il va pouvoir directement injecter des corticoïdes. Voilà, donc on y va. L'aiguille traverse la membrane du tympan pour déposer le produit dans une petite fenêtre de l'oreille moyenne. Les corticoïdes sont de puissants anti-inflammatoires qu'on utilise dans d'autres domaines que l'ORL. Et donc on pense que tous ces mécanismes aigus de surdité, de vertige, certains sont liés à une inflammation directement au niveau de l'oreille interne. Et donc c'est contre cette inflammation locale qu'on veut lutter. La tête de la patiente est ensuite inclinée vers le bas pour permettre aux corticoïdes d'atteindre l'oreille interne, la zone à l'origine des vertiges. Objectif, concentrer ici l'action des anti-inflammatoires pour réduire la pression des liquides dans l'oreille interne et ainsi atténuer les symptômes. Pour cela, Juliette est restée dans cette position pendant une demi-heure. Bon, alors, comment ça va ? Ça va, oui, ça tourne pas ? Ça va. Bon. Alors, vous asseyez doucement. Ça n'est pas un traitement de diffusion courante, ça n'est pas non plus un traitement miraculeux. Et il y a des risques, comme dans tout geste, et notamment le fait de percer le tympan, il peut y avoir des microperforations résiduelles. Donc ce traitement n'est pas un traitement de routine. Pas d'eau dans l'oreille pendant quelques jours, le temps que la petite piqûre se referme, c'est très rapide. Et puis on refait le point dans 1 mois, on refera un bilan auditif. Et puis vous allez continuer votre traitement de fond comme d'habitude. Les patients reçoivent entre 2 et 4 injections sur une période de 15 jours. Difficile de prédire l'efficacité de ce traitement. Ses effets sont variables, mais pour combattre ces vertiges, Juliette met toutes les chances de son côté. Alors Isabelle, vous, on vous injectait quelque chose dans l'oreille, mais ce n'était pas des corticoïdes. On vous injectait un antibiotique qui est très toxique pour l'oreille, pour détruire en quelque sorte la partie qui vous donnait ces vertiges. Oui. Et ça a marché ? Alors, d'abord, ça fait très mal. En plus, je pense que l'hyperacousie, malgré l'anesthésie locale, voilà, j'ai beaucoup souffert. Donc, j'ai eu un premier protocole de 3 injections à 1 mois d'intervalle. Ça n'a pas marché. Je suis revenue à l'hôpital 9 mois après
Là, le médecin a décidé de faire un nouveau protocole, mais d'une semaine d'intervalle chacun. Donc, je me souviens très bien avoir commencé un 23 décembre, une semaine après, puis une semaine après. Et là, on peut dire qu'un an après, alors, j'ai moins de vertiges, ils sont moins forts, mais j'ai toujours une instabilité, j'ai quand même des crises de vertige, j'en ai au moins 6 par mois. Ça vous gêne dans la vie de tous les jours? Il y a des choses que vous ne faites plus? Ah, mais j'ai plus de vie sociale. Cette maladie m'a pris ma vie. J'ai plus de vie sociale, je ne peux plus sortir, je ne conduis plus, je viens de perdre mon travail. Je ne peux plus garder mes petits-enfants, voilà. Parce que vous avez peur, hein. Parce que je peux tomber d'un moment à un autre, je peux avoir une crise de vertige d'un moment à un autre, et voilà, dans la rue, je suis obligée d'être accompagnée jusqu'au, voilà, si je vais au supermarché, chez le boucher, n'importe où, j'ai besoin, parce qu'en plus j'ai une surdité très forte, j'ai une surdité, plus une hyperacousie, tout ça, ça se mélange, et j'ai pas de compréhension, quoi. Je ne comprends pas si deux personnes parlent en même temps, je ne peux pas comprendre. Alors, professeur, si on est jusqu'au boutiste, vu que Isabelle souffre de son oreille interne, qui manifestement, ce qu'on disait tout à l'heure, donne des informations différentes de l'autre côté. Si on lui retirait complètement son oreille interne, certes, elle serait sourde, mais au moins, elle aurait plus de problème d'équilibre. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire chez cette patiente. Il ne faut pas confondre avec le traitement d'avant, qui était un traitement anti-inflammatoire local. Pour madame, le traitement qui lui a été proposé, c'est effectivement quand le labyrinthe donne des informations aléatoires. C'est comme si vous êtes au volant, assis à côté de quelqu'un, et qui donne des coups de volant de façon aléatoire, vous n'irez jamais droit. Donc on préfère à ce moment-là se débarrasser de l'accompagnateur et là se débarrasser du labyrinthe pour tenter de la guérir. Il y a plusieurs façons de faire. Ce qui a été proposé à madame, c'est un traitement par gentamicine, je pense, c'est l'antibiotique qui est l'antibiotique qui est, lui, toxique préférentiellement pour le vestibule et moins pour la cochlée. Il est dit qu'il n'est pas toxique pour la cochlée, je vous dis que oui. C'est-à-dire qu'il est toxique pour la partie équilibre, mais pas pour la partie audition. Moins, parce qu'il y a quand même des lésions, des altérations de l'audition derrière. Donc on essaye de détruire cet organe. Pour le détruire, on a mis en contact les structures de l'oreille interne avec la gentamicine en injectant par le même mécanisme en travers de la membrane tympanique pour que par imbibition, comme un buvard, la gentamicine pénètre dedans et détruise à petit feu l'organe considéré. Je ne suis pas certain qu'on ne puisse pas faire mieux et plus vite, surtout dans la forme clinique. Je répète ma question, pourquoi on ne lui enlève pas chirurgicalement? Alors pour l'enlever chirurgicalement, il faut oser l'opérer. Il faut oser l'opérer, le lui proposer. Pour oser l'opérer, le lui proposer, il faut que le chirurgien soit en son âme et conscience certain que son geste, qui comporte un risque, va être comparativement aux bénéfices attendus, va être supérieur. Je suis un de ceux-là. Donc, pour les formes cliniques de vous l'auriez opéré? Bien sûr, parce que le risque accidentogène est considérable en cas de tumeur. Et puis la qualité de vie est quand même très dégradée. La qualité de vie est très altérée, notamment chez le tumeur. Cette dame vous a dit sa vie familiale, professionnelle, sociale bouleversée. Elle ne conduit plus sa voiture. Donc vous savez, CHU de Reims. Et on viendra filmer l'opération. Parce que j'ai le droit. Une question de Julie qui demande si l'ostéopathie crânienne peut être efficace pour les troubles fonctionnels de l'équilibre. Alors, les troubles fonctionnels de l'équilibre représentent, si vous voulez, les troubles fonctionnels de la posture. La posture, c'est le grand ensemble qui aboutit au fait que l'homme est en équilibre en face de vous, qui ressemble la posture ressemble à celle de ses grands-parents, etc. Donc, cette posture est le tout. Dès que vous touchez un bout de ce mobile de caldaire compliqué, vous allez améliorer. Alors effectivement, l'ostéopathie peut aider certaines instabilités, mais encore une fois, pas d'effet on-off sur le capteur labyrinthique périphérique. Les vertiges peuvent-ils venir d'ostéophytes des vertèbres cervicales? Les ostéophytes, c'est ce qu'on appelle aussi les becs de perroquet qui symbolisent l'arthrose entre les vertèbres. Alors effectivement, à chaque fois que quelqu'un d'un certain âge vient voir son médecin, on pense tout de suite à des problèmes de circulation par un certain nombre d'artères, carotides, vertébrales, etc. Et on fait des échodoppler. Est-ce que ça peut entraîner des vrais vertiges? Alors, il y a deux choses. La colonne cervicale, si elle est instable, si elle envoie des informations erronées, elle ne peut pas vous donner un vertige aigu, comme a présenté madame. C'est pas possible. Ou alors, faut inventer une physiopathogénie. Elle va donner ce qu'on appelle une instabilité, par exemple, dans certains moments de la vie. Et les gens vont dire, j'ai un vertige, qui sera une instabilité.
Là, d'accord. Et puis, vous avez les vaisseaux qui traversent. Et si les vaisseaux subissent une insuffisance de circulation, là, vous aurez quelque chose de brutal, effectivement. Mais l'ostéophyte n'a jamais bouché ni une carotide, ni une artère vertébrale. Il peut serrer quand on tourne la tête d'un côté, par exemple. Alors, il y a des systèmes de suppléance centraux, vous le savez. Donc, il faut que ça s'adresse à une personne qui a une agénésie de l'artère vertébrale ou une artère vertébrale très hypoplasique. Hypoplasie, c'est quand elles sont petites ou inexistantes. Pour avoir une contralatérale bien épaisse, que le malade dorme sur le côté de ça. Ça fait beaucoup de conditions. Donc ce sont des malades rares, mais qui peuvent exister. Mais toutefois, c'est des gens qui le cherchent, quoi. Voilà. C'est pas la peine de les accuser. Alors, le fait de se jeter sur une radiographie cervicale pour expliquer une instabilité au vertige, non. Sylvaine a des vertiges uniquement en voiture et en descente. Elle ne peut plus conduire. Elle demande d'où ça provient et que faire. Est-ce que vous arrivez quand même à être passager d'une voiture ou pas? Alors, difficilement, puisqu'avec mon hyperacousie, les bruits me gênent et je suis obligée de porter un casque de chantier. Du côté opposé? Non. Ou du côté touché? Tout est du même côté. D'accord. Donc, ça porte un casque anti-bruit pour supporter... pour supporter. Et je suis obligée de faire des arrêts tous les 200 km. Je suis obligée de prendre du repos. C'est très fatigant. Donc des vertiges uniquement en voiture? Alors la voiture, c'est une merveille que d'arriver à bien conduire. Parce que si vous regardez ce qui se passe au volant d'une voiture, vous avez des informations visuelles qui sont erronées de tous les côtés, qui sont multiples et diverses. Quand vous faites un dépassement, vous avez l'image arrière. Essayez de marcher avec un rétroviseur. C'est difficile. Donc le malade est soumis à tout un tas de contraintes de ce point de vue-là, visuelles. Beaucoup d'informations visuelles. Quand vous êtes assis dans un train et que le train à côté démarre, vous avez l'impression que c'est vous et vous êtes très mal à l'aise. Les gens qui lisent posent vite leur journal et quand ils s'aperçoivent que l'information était fausse, vous les voyez rassurés. En voiture, c'est terrible ce qui se passe de ce point de vue-là. Alors, si le patient lit une carte, s'il est un petit peu sensible, il va développer une cinétose, effectivement, qui est l'expression d'un conflit sensoriel plus ou moins bien géré, le mal au cœur, ce qui provoque le mal au cœur, le malaise en voiture, etc. Alors on essaye de tout, d'ouvrir, faire respirer, pas lire, regarder la route, etc. Isabelle, il y a la pathologie, il y a le Ménière que vous avez, donc ça c'est organique, c'est votre oreille. Est-ce qu'il y a aussi une participation un peu psychologique, c'est-à-dire que vous appréhendez tellement les crises que finalement ça joue aussi sur votre vie? Non. J'appréhende pas les crises, j'appréhende plutôt une situation. Si je dois partir, par exemple, en voiture, oui. Par exemple, aujourd'hui, j'avais peur de faire une crise, c'est vrai. Un petit peu peur. Mais je ne vais pas dire que je me suis habituée à la maladie, mais je mets en place aussi des choses pour être mieux. C'est pas la peur qui déclenche les crises. Les crises, vous les avez de toute façon. Non, je les ai de toute façon. Même quand je suis bien, un petit peu en famille, un petit peu en sortie. Non, je peux avoir des crises n'importe où. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Merci. Merci à vous. Demain, dans le Docteur, on répondra à vos questions sur les interactions médicamenteuses. D'ici là, passez une excellente après-midi. Et à demain. Au revoir.